11 heures exactement, heure de Paris, midi, heure d'Israël. Bonjour. Professeur Cyril est avec nous. Ah, ok, שנייה. סיריל, אוקיי. Et j'ai enlevé le mute. כן, אבל הוספתי אותו כקו-הוסט. מצוין, תודה רבה. רגע, אני רוצה להוסיף את נפתלי גם. Shavua Tov, problème de téléphone à la maison, j'ai remis un autre à charger, donc on sera joignable que dans l'après-midi, probablement au retour de l'hôpital. Je te tiens au courant. Ok, bonjour à tous, Shavua Tov, heureux de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'entre le confinement partiel en France, le couvre-feu, le confinement en Israël, il est toujours très difficile de trouver des horaires qui conviennent. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Comme je l'ai dit tout à l'heure offline, cette conférence est en direct sur Zoom et en direct sur Facebook. Elle sera ensuite sur notre bibliothèque, notre chaîne YouTube, retrouvable en différé, et sur notre chaîne Internet de l'Organisation sioniste mondiale. Alors, je m'appelle Avidanna, je suis le responsable du département de la communication à l'Organisation sioniste mondiale au département de l'ALIA, et nous avons entamé une série de rencontres envers la communauté juive de France. C'est la 63e rencontre, donc ce sont déjà des dizaines de milliers de personnes qui ont suivi, grâce à l'excellent travail de notre directrice à Paris, Yasmine Mannheim, qui va à la recherche de l'acté, de l'information, du contact, de l'identité, de la géographie, de l'archéologie, de tout ce qui peut vous permettre en ces moments si difficiles d'éloignement d'Israël, de rester lié à Israël. Donc voilà, je crois que nous avons une mission qui est importante et j'espère que nous allons pouvoir continuer à le faire très bientôt de vive voix. Je salue aussi notre co-organisateur, Naftali Lévy, du département des activités sionistes à Jérusalem, qui nous permet de pouvoir faire ces directs 2 fois par semaine en direct avec vous. Voilà, aujourd'hui, nous avons une actualité très particulière. C'est un sujet que nous n'avons quasiment pas traité et pourtant, c'est le sujet, peut-être un des sujets qui nous préoccupe le plus. Et pour ça, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Cyril Cohen de l'Université. Alors, Cyril, un monsieur dont, si je devais donner les titres, ça prendrait une grande partie de l'émission. C'est pour ça que nous avons chargé Yael Toledano. Yael Toledano, qui elle-même travaille au département international de l'Université de Bar-Ilan, de nous aider à présenter cette conférence, nous aider à présenter surtout notre invité
un petit peu son parcours, et un peu personnel et professionnel, et de pouvoir faire comme nous le faisons toujours, vous donner la possibilité de vous exprimer par le chat qui se trouve en bas de votre écran, et par la même vos remarques, vos questions, je sais qu'il y en aura beaucoup. Nous sommes simplement 7 fois. Nous devons terminer dans 50 minutes exactement. L'obligation personnelle des uns et des autres nous oblige, donc je ne prendrai pas et je transmets tout de suite la parole à Yael Toledano. Merci, Shavuot Tov. Merci beaucoup, Avi, et merci pour cette introduction et merci beaucoup à l'OSM pour cette invitation. Alors, je me présente, je suis Yael Toledano, je travaille à l'École internationale de l'Université de Bar-Ilan. Je suis directrice des relations académiques à l'École internationale. L'Université de Bar-Ilan est une des 5 plus grandes universités en Israël et une aussi des 5 meilleures. Nous sommes localisés dans le centre du pays, dans le centre d'Israël, dans un campus universitaire qui est très vaste, très vert. Nous avons 8 facultés, 42 départements d'études, près de 23 000 étudiants, dont 900 étudiants venus de par le monde entier, de Chine, de l'Inde, des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, bien sûr. L'Université de Bar-Ilan a été fondée dans l'esprit de la tradition juive et ceci transparaît aussi dans notre symbole universitaire. On peut le voir là juste au-dessus de ma tête. Il y a donc un Sefer Torah, c'est l'excellence universitaire et le Sefer Torah au-dessus. Nous avons 8 facultés. Sciences exactes, sciences de la vie, sciences sociales, sciences humaines, études juives, médecine, ingénierie et droit. Je vais vous présenter en quelques minutes un film, une vidéo sur l'Université de Bar-Ilan. Vous allez pouvoir découvrir sa beauté, sa diversité, ses jardins, ses synagogues, ses centres de recherche, ses professeurs et étudiants. Et nous continuerons juste après et je vous présenterai bien sûr le professeur Cyril Cohen et nous rentrerons dans le vif du sujet. Un instant. Voilà, donc merci. Pour plus d'informations d'ailleurs sur les programmes d'études à l'Université de Bar-Ilan ou si vous, bien sûr, si vous souhaitez visiter l'université après cette période un peu compliquée, vous êtes bien sûr cordialement invités à prendre contact avec nous. Et là maintenant, je voudrais justement introduire le professeur Cyril Cohen, qui est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Professeur Cyril Cohen est le vice-doyen de la faculté des sciences de vie à l'Université de Bar-Ilan. Il est directeur du laboratoire d'immunothérapie et président de l'association de recherche contre le cancer en Israël et membre du comité consultatif des essais techniques
clinique sur les vaccins contre la COVID-19 au ministère de Santé israélien. Professeur Cyril Cohen va discuter aujourd'hui des avancées dans le domaine d'immunologie contre le cancer et la COVID-19. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite la parole. Je voudrais juste rappeler à nos participants que donc, la conférence est limitée à 45 minutes. Nous soulèverons les questions vous pouvez formuler vos questions dans le chat, dans la messagerie chat, et suite à la conférence du professeur Cohen, nous soulèverons les questions à ces réponses. Voilà. Professeur Cyril Cohen, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup Yael, bonjour et merci aussi à Avi. J'espère que vous m'entendez. Donc je m'appelle Cyril Cohen. Je suis originaire de Marseille. J'ai quitté la France il y a 28 ans. J'avais 17 ans à l'époque. J'ai fait mon alia tout seul, sans famille. J'ai décidé de venir en Israël. Et donc, j'ai fait toutes mes études supérieures en Israël. Après, j'ai passé plusieurs années aux États-Unis dans les instituts de la santé américains. Et après, donc, je suis revenu à Bar Ilan il y a 13 ans où j'ai ouvert mon laboratoire de recherche. Et, bon, j'ai plusieurs, je dirais, rôles aussi bien à l'université qu'en Israël, et deux de ces rôles justement qui ont été mentionnés, un en tant que directeur du laboratoire d'immunothérapie et d'autres au ministère de la Santé dans plusieurs comités justement, certains comités qui sont liés aux essais cliniques, qui sont responsables des essais cliniques sur les vaccins contre la COVID-19. Donc ce sont les deux sujets qu'on m'a demandé d'aborder. Je tiens à m'excuser d'avance parce que bon, les limites du temps feront que je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails que j'aurais bien aimé. Et bon, vous pouvez me suivre sur Facebook si vous voulez. Je mets souvent mes interviews et d'autres informations sur Facebook. Je vous enverrai le lien. La deuxième chose, c'est que aussi je tiens à m'excuser parce que ça fait quand même 28 ans que je suis en Israël et bien que ces derniers temps, en parlant français un peu plus grâce, je dirais, à mes interventions, je fais quand même des erreurs, donc je vous demande d'être indulgent et de ne pas vous froisser si j'ai fait quelques erreurs à droite et à gauche en français. Voilà, donc ça c'était pour l'intro. Maintenant, on va essayer de parler un peu vraiment de manière assez, je dirais, concentrée sur ce qu'on appelle, je dirais, l'immunologie en général et comment on peut utiliser aujourd'hui l'immunologie contre le cancer et contre la COVID-19. Ça, c'est une photo que l'on a prise au laboratoire. Ça, ce que vous voyez, en fait, ça, c'est une cellule de mélanome, cancer de la peau, qui est attaqué avec deux cellules que nous avons justement modifiées dans mon laboratoire, deux globules blancs qu'on appelle des lymphocytes, qui la reconnaissent et qui la tuent. En fait, notre but dans mon laboratoire, c'est de développer de nouvelles thérapies dans lesquelles on manipule le système immunitaire afin de le rendre plus, je dirais, puissant contre les cellules cancéreuses. En fait, quand on parle du cancer, on parle d'une maladie en fait, où il y a une prolifération anormale des cellules dans notre corps. Ça dépend effectivement je dirais, du tissu, c'est-à-dire de l'organe à la base dans lequel ces cellules commencent à proliférer. Si c'est dans le sein, c'est un cancer du sein. Si c'est dans le pancréas, un cancer du pancréas. Et donc, ces cellules, au lieu, en fait, je dirais, comme toutes nos cellules dans le corps, au lieu de se diviser et d'arrêter leur division, parce qu'on n'a pas besoin qu'elles se divisent sans cesse, eh bien, à cause de mutations, comme on le sait, dans leur ADN, ces cellules se multiplient jusqu'à ce qu'elles créent en fait ce qu'on appelle une tumeur. Maintenant, notre gros problème quand on parle du cancer, ce n'est pas seulement la tumeur, ce qu'on appelle primaire, la tumeur d'origine, mais ce sont aussi ce qu'on appelle les métastases. En fait, chaque tumeur primaire, lorsqu'elle évolue, elle peut en arriver à une situation où elle se connecte à notre système vasculaire et elle, en fait, commence à disséminer ces cellules cancéreuses dans tout le corps. Et donc, les nouvelles tumeurs, ce qu'on appelle les métastases, qui sont créées à la base de la tumeur originelle, en fait, sont les tumeurs qui causent 90% je dirais, des décès à cause du cancer. Donc, en fait, il nous faudrait un système pour aussi bien arrêter la tumeur primaire, mais aussi traquer justement ces cellules cancéreuses qui se baladent dans notre sang et qui créent justement des métastases.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs types de traitements, la chimiothérapie, la chirurgie, qui sont des traitements efficaces, mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à cerner le cancer à temps, on n'arrive pas toujours à le traiter avec de la chimiothérapie. Et une des, je dirais, des modalités thérapeutiques qui ont été développées, je dirais, dans ces 10 dernières années de manière très active au niveau clinique, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et en fait, on avait souvent, je dirais, un gros doute. Est-ce que l'immunothérapie pourrait marcher contre le cancer? L'immunothérapie, en fait, c'est la manipulation du système immunitaire à des fins thérapeutiques. Et pourquoi on a un problème quand on en arrive au cancer? Mais le problème, il est très simple. Le cancer, comme je vous l'ai dit, se développe de nos propres cellules. Et le système immunitaire a une règle de fer qu'il ne faut pas briser. Tu ne dois pas attaquer le corps humain, ton propre corps, et seulement se concentrer sur nos ennemis qui sont de l'extérieur. Et donc ce problème, en fait, il est vrai lorsqu'on parle du cancer, parce qu'une fois de plus, le cancer est dérivé de cellules, de nos propres cellules. C'est beaucoup plus simple pour le système immunitaire de reconnaître un virus, en général. Ça, on pourra en reparler dans la deuxième partie de ma conférence. Mais quand on en parle du cancer, le système immunitaire hésite. Il y a un dilemme. Dois-je attaquer le cancer parce qu'il est, entre guillemets, suffisamment étranger, ou dois-je l'ignorer pour ne pas causer de maladie auto-immune? Et en fait, ce dilemme, c'est un dilemme qui nous a, je dirais, travaillé pendant des dizaines d'années. Enfin, peut-être pas moi, parce que l'immunothérapie a commencé un peu, disons, quand j'étais plus ou moins jeune. Mais aujourd'hui, c'est quand même un des points qui nous travaille. Comment on peut convaincre le système immunitaire à reconnaître le cancer comme étranger? Et en fait, on sait que ce n'est pas tout le système immunitaire qui peut reconnaître les cellules cancéreuses, mais c'est essentiellement des globules blancs que l'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes T sont des lymphocytes qui, en fait, patrouillent dans notre corps. Et deux de leurs, je dirais, rôles, c'est de défendre notre corps contre les virus et donc contre le cancer, grâce à un système très élaboré dont je vais rentrer vraiment dans... Je ne pourrai pas rentrer dans les détails, mais juste vous faire part un peu de ce système. Un système de reconnaissance qui est basé sur des molécules qui ressemblent à des barcodes. Et en fait, le système immunitaire, je dirais, est très performant pour faire cela, mais d'un autre côté, les cellules cancéreuses sont capables d'empêcher cette reconnaissance. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'en fait, une cellule T qui reconnaît justement un barcode cancéreux sur une cellule cancéreuse est capable vraiment de la foudroyer, de la détruire très rapidement je dirais, en la fusillant, excusez-moi, cette image, grâce à ce qu'on appelle des balles de protéines, qu'on appelle les balles, des granules de perforine, qui perforent justement les cellules cancéreuses. Mais tout ça, c'est vraiment dépendant de la reconnaissance d'une cellule cancéreuse par une cellule T. Et en fait, c'est un peu, je vous dirais, comme ce que vous voyez au supermarché. En fait, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un système que le corps utilise ou que nos globules blancs utilisent. En fait, chaque cellule dans notre corps a ce qu'on appelle des barcodes. C'est-à-dire que sur la surface de ces cellules, on a en fait des éléments moléculaires qui disent à notre système immunitaire ce qui arrive à l'intérieur de la cellule. Et lorsque ces barcodes sont modifiés, eh bien, en fait, grâce à leur scanner, les cellules T peuvent reconnaître ces barcodes comme étrangers et décider si la cellule, par exemple, est atteinte d'un virus, comme on voit avec la COVID-19, ou atteinte d'un cancer. Et s'il y a justement reconnaissance, le système immunitaire décide de sacrifier, de tuer ces cellules pour ne pas que ces cellules, une fois de plus, prolifèrent ou qu'elles permettent au virus de proliférer. C'est un système qui est très, très, très performant. Et donc, ce barcode là, qui est en fait symbolisé par cette bille rouge, qui est en fait, je dirais, un barcode biologique, chimique, permet au système immunitaire, grâce à ces scanners que l'on appelle les récepteurs des cellules T, permet au système immunitaire de différencier entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Seul problème, c'est que même s'il y a une reconnaissance, le système immunitaire, quelquefois, est inhibé à cause, je dirais,
d'une action qui est produite par les cellules cancéreuses. Et ça ressemble un peu à une voiture. En fait, si vous voulez, la reconnaissance du barcode, c'est comme lorsque l'on démarre le moteur de la voiture. Mais d'un autre côté, pour que notre système immunitaire avance, pour que notre système immunitaire soit performant, il faut appuyer sur la pédale de l'accélérateur. Et d'un autre côté, on sait que les cellules cancéreuses appuient sur la pédale justement des freins. Pourquoi cette pédale existe? Nous et d'autres confrères l'avons montré récemment. Nous avons besoin en fait de temporiser l'action du système immunitaire pour que le système immunitaire ne se déchaîne pas. Un système immunitaire qui n'est pas contrôlé peut détruire le corps humain en quelques heures. Donc en fait, il faut de manière générale, sur notre système immunitaire, il y a des accélérateurs et des freins, et les cellules cancéreuses savent comment appuyer de manière, je dirais, assez forte sur les freins pour empêcher l'action du système immunitaire. Donc même s'il y a reconnaissance, notre système immunitaire est inhibé à cause justement de ces freins. Et justement, ces derniers temps, plusieurs thérapies ont été développées pour permettre au système immunitaire de ne pas prendre en compte les freins qui sont activés par les cellules cancéreuses. Et ça a été ce qu'on appelle la révolution de l'immunothérapie il y a de cela une dizaine d'années. Le prix Nobel a été décerné à Jim Allison il y a exactement 2 ans. Jim Allison, justement, qui a découvert ce système, un collègue, justement, avec qui j'ai eu l'occasion, justement, de parler plusieurs fois, et qui a démontré que si on arrive à temporiser ou du moins à empêcher les cellules cancéreuses d'appuyer sur ce frein, eh bien, on peut permettre au système immunitaire de combattre plus efficacement le cancer. Et donc, en fait, à cette base, je dirais justement des barcodes, de la reconnaissance des barcodes et de ces systèmes de freins et d'accélérateurs ont été développés plusieurs, je dirais, systèmes thérapeutiques d'immunothérapie dans lesquels on peut prendre des cellules T de patients, aussi bien les cellules qui se trouvent dans certains types de cancers, par exemple comme le mélanome ou le cancer des reins, les faire pousser à l'extérieur du corps, dans le laboratoire, et les réinjecter après les avoir gâtés avec toutes sortes de produits biologiques, les réinjecter chez le patient, ou, comme je pourrais le dire aussi, les modifier génétiquement pour les rendre, par exemple, immunes, comme ce que l'on fait dans mon laboratoire, aux mauvais signaux que le cancer essaye de transmettre au système immunitaire. Donc, la première approche dont je parlais, c'est prendre vraiment la tumeur, isoler les globules blancs, les faire pousser dans le laboratoire et les réinjecter dans le corps. C'est un système c'est une méthode qui a été développée par le Dr Rosenberg, avec qui j'ai eu le privilège de travailler pendant 4 ans aux États-Unis dans l'Institut national contre le cancer à Washington. Et donc, en fait, dans cette méthode, en fait, on peut réapprendre au système immunitaire qui est un peu impuissant, lui réapprendre à reconnaître les cellules cancéreuses, même si on parle d'une tumeur ou de tumeurs qui sont très, très grosses. Voilà, ça, c'était un patient qui était venu chez nous, qu'on a traité avec ses propres cellules, qu'on a fait pousser en laboratoire et qu'on lui a réinjecté. Ça, c'était à peu près, je dirais, 3 ans après le premier traitement. Et ça, c'est 13 ans après le traitement. C'est un patient avec lequel nous avons gardé contact. Je tiens à rappeler que je ne traite pas de patients dans mon laboratoire. J'ai, je dirais, des collaborations avec différents hôpitaux, je dirais, aux États-Unis et en Israël, dans lesquels on essaye de mettre au point de nouvelles thérapies. Ce patient a été traité avec ses propres cellules. D'un autre côté, qu'est-ce que l'on fait si on ne trouve pas ces globules blancs à l'intérieur des tumeurs, ou qu'on parle de tumeurs où il n'y a pas, ou on parle de cancer où il n'y a pas vraiment de tumeurs, comme les cancers du sang? Et bien, ce que l'on peut faire, c'est en fait leur donner de nouvelles lunettes à nos globules blancs pour leur apprendre à reconnaître de nouveaux scanners pour reconnaître justement les barcodes qui sont propres aux cellules cancéreuses. Et ça, c'est un travail que l'on fait depuis plusieurs années. Ce n'est pas notre travail, mais c'est la première personne, une jeune fille de 11 ans qui a été traitée avec ce système il y a de cela à peu près 8 ans, 9 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, ça a été la première personne qui a été sauvée grâce à ce système de thérapie génique des cellules, des globules blancs, de ces globules blancs, qui aujourd'hui lui permettent à cette jeune fille de reconnaître son type de cancer et de l'éliminer avant qu'il se présente. Et cette personne a été sauvée, et ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, ce sont des médicaments qui sont approuvés aussi bien en France qu'en Israël, aux États-Unis et de par le monde, des médicaments où en fait on fait de la thérapie génique, de la thérapie génétique qui sauve des vies
tous les jours. Et nous-mêmes, nous sommes en train de développer une nouvelle thérapie génétique en Israël, avec, comme je vous le montrerai dans quelques secondes, avec l'hôpital d'Hadassah, où nous avons justement découvert un nouveau moyen de rediriger le système immunitaire contre le myélome multiple. Donc, en fait, la mission de mon laboratoire à l'université de Bar-Ilan, c'est justement de développer, d'étudier, de développer de nouvelles stratégies qui nous permettent de modifier le système immunitaire des patients avec le cancer, avec des molécules que l'on produit dans mon laboratoire pour générer, améliorer sa fonction contre le cancer et aussi contre les virus. Donc, nous avons énormément d'activités dans mon laboratoire. J'ai vraiment des étudiants très assidus. Je vous montrerai la photo, évidemment, parce que c'est eux qui font tout le boulot. Et vraiment, je suis admiratif de leur travail. Ce que l'on fait, en fait, dans mon laboratoire, c'est qu'on travaille sur plusieurs, je dirais, plusieurs pôles d'action, justement, où au centre, on a le système immunitaire. Donc, on crée au niveau moléculaire de nouveaux, je dirais, scanners qui n'existent pas. On les modifie de manière artificielle pour en fait donner de meilleures lunettes, en fait des loupes à nos globules blancs pour qu'ils puissent reconnaître de manière très performante le système immunitaire, les cellules cancéreuses. Là, justement, on a développé une nouvelle thérapie. Ça, ce sont des essais qu'on a fait chez les souris qui nous ont montré que la thérapie que l'on a développée, en fait, arrive à réduire et traquer les cellules cancéreuses, justement. Ce sont des cellules cancéreuses humaines que l'on introduit chez une souris très particulière. On prend un système immunitaire aussi humain que l'on modifie dans mon laboratoire, on met tout ça dans une souris juste avant d'aller chez les patients pour vérifier si notre thérapie marche. Et comme vous le voyez, ça c'est la ligne grise, on a réussi à détruire en fait toutes ces cellules cancéreuses qu'il y avait chez la souris. Ce sont des cellules cancéreuses qu'on a prises chez un patient. Et justement, aujourd'hui, je dirais peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, on espère même avant la fin du mois, nous allons commencer, Bezrat Hashem, si Dieu veut, des essais cliniques chez les patients avec une thérapie qui a pris quand même plusieurs années à développer dans mon laboratoire, en collaboration avec le professeur Paulina Stepensky à l'hôpital Hadassah et le professeur Mouchi, avec lequel on va justement développer, on a développé cette thérapie et on va traiter les patients avec le myélome multiple. Ce qu'il faut dire, c'est que ça prend beaucoup de temps. Vous savez, on peut parler de jolis concepts aujourd'hui, mais une fois de plus, ça nous prend beaucoup de temps pour les faire et mon laboratoire est totalement dédié à cela. Nous travaillons aussi sur d'autres types de cancers pour isoler, pour comprendre en fait comment à la base le système immunitaire échoue dans sa, je dirais, dans sa reconnaissance des cellules cancéreuses et justement pallier à ça. Nous avons justement développé une autre méthode, et ça je le dirais vraiment en quelques mots. En fait, on s'est rendu compte, comme je vous l'ai dit, que les cellules cancéreuses appuient sur le frein. Ce que l'on a fait dans cette méthode, c'est que l'on a en fait on a introduit un changement, une molécule artificielle qui n'existe pas dans les cellules T. Et en fait, ce qu'on a fait, imaginez, c'est comme si on parlait d'une voiture et qu'en fait, en sachant que les cellules cancéreuses appuient sur le frein, on est rentré dans le moteur de la voiture et on a déconnecté le frein et on l'a branché à l'accélérateur. Et en fait, ce que les cellules cancéreuses ne savent pas, c'est qu'en fait, en appuyant sur le frein, eh ben, ils accélèrent le système immunitaire, la fonction du système immunitaire. Et donc, on arrive à tricher avec les cellules cancéreuses. Et justement, ces méthodes aussi, si Dieu veut, nous allons bientôt les appliquer. Nous avons prouvé qu'elles sont très efficaces chez les animaux et comptons les appliquer surtout grâce au soutien de la Fondation Adélis qui nous soutient dans nos activités. Nous comptons justement les appliquer chez les patients. Donc, en gros, pour conclure cette partie dédiée au cancer, on sait que le système immunitaire peut reconnaître et combattre le cancer, mais sa fonction n'est pas toujours, je dirais, adéquate et optimale, et on peut donc assister ou l'assister de manière, je dirais, génétique, en le reprogrammant génétiquement le système immunitaire des patients pour lui permettre de reconnaître et tuer les cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines. Je passe donc à la deuxième partie de cette conférence en parlant justement de la COVID-19 et des avancées que l'on a. Aujourd'hui, vous savez qu'Israël est le leader au niveau de la vaccination, grâce à Dieu, ça aussi. Et je tiens à expliquer un peu en fait ce que l'on sait aujourd'hui et comment nous envisageons plus ou moins le futur proche. En fait, je vous ramène il y a un an exactement, lorsque les premiers cas d'une pneumonie un peu bizarre sont apparus en Chine. Et en fait, cela nous a tous interpellés. Je n'ai aucun mal à dire que
sincèrement, qu'à la base, nous ne pensions pas que cela serait aussi grave. Nous pensions que c'était encore une petite grippe asiatique qui sera vite, je dirais, résolue et que le monde continuera de tourner comme d'habitude. Mais malheureusement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, cette pandémie qui est due à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, qui est un des 7 coronavirus qui attaquent l'homme, est beaucoup plus sérieuse que ce que l'on pensait. En fait, on a en fait, je dirais, 7 virus qui appartiennent à cette famille, 4 qui causent des rhumes, tout simplement, qui sont des virus qui ne sont pas du tout dangereux, et 2 que l'on connaissait jusqu'à présent. Un, c'était le SARS, en français vous dites, je crois, le SRAS, et le deuxième, c'est le MERS, qui avait justement causé quelques milliers de morts, mais sans, je dirais, ça nous avait fait un peu peur, mais sans trop nous tracasser. Le gros problème, c'est le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19, qui a fait jusqu'à aujourd'hui plus de 2 millions, au moins, plus de 2 millions de morts, et qui a infecté à peu près 100 millions, même plus 100 millions de personnes. Et donc, en fait, ce que l'on sait, le gros problème qu'on a avec ce virus, c'est qu'il est souvent asymptomatique. Et en fait, les gens qui sont touchés et qui sont porteurs se baladent et distribuent ce virus à droite et à gauche. Donc, ce virus, comme les autres virus, est formé en fait d'une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, un matériel génétique qu'on appelle l'ARN du virus. Et sur la base de ce virus, en fait, on voit, sur la membrane de ce virus, on voit des pics, comme ça, ce qu'on appelle les spikes. Vous voyez, j'ai même mon modèle là, de virus qu'un ami à moi m'a préparé. Et en fait, grâce à ces spikes, grâce à ces pics, ce virus arrive à s'attacher à nos cellules, essentiellement nos cellules pulmonaires, et à causer une infection. Vous voyez, par exemple, ces petits points jaunes, ce sont des virus du corona qui attaquent une cellule pulmonaire. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? En fait, comme tous les virus, ce virus rentre dans nos cellules, je dirais, les kidnappent, entre guillemets, en fait, changent leur destinée et causent à nos cellules de produire plus de virus en les détruisant. Et en fait, en détruisant les cellules pulmonaires, on a une pneumonie. En général, cette pneumonie est résorbée dans la plupart des cas lorsque les patients sont malades. Il y en a beaucoup qui sont aussi asymptomatiques. Le problème, c'est que quelquefois, malheureusement, on se rend compte que ces cellules, lorsqu'elles meurent, déclenchent une alarme au niveau du système immunitaire qui est grave, et même très grave, parce qu'au-delà de la pneumonie, on a souvent ce qu'on appelle une tempête de cytokines, tempête cytokinique. En fait, notre système immunitaire perd le contrôle. Ça, c'est un gros problème que l'on a. Et en fait, en perdant le contrôle, il déclenche une réaction surinflammatoire qui cause une sécrétion de liquide dans les poumons et en fait qui étouffe le patient. Et c'est en fait le gros problème que l'on a avec cette infection. Et souvent, à ce stade-là, il n'y a pas beaucoup de virus. En fait, c'est le corps qui est déréglé, malheureusement, le système immunitaire qui est déréglé et qui perd le contrôle et qui tue en fait le patient, comme je vous le disais. Donc, ça a été très vite. Hein. Je vous rappelle que, bon, on pense que ça a commencé avant ce que la Chine nous a dit, on pense que ça a déjà commencé en automne. Mais dès le mois de décembre, on a des rapports et des communiqués de la Chine comme quoi c'est une maladie qui est transmissible et qui passe d'être humain en être humain, apparemment grâce à, je dirais, la voie respiratoire. En quelques mois, on se retrouve avec une pandémie qui attaque le monde entier, mais je dois dire aussi qu'en quelques mois, on commence aussi des essais de vaccins, une chose qui est inouïe, qui n'a jamais été faite auparavant dans l'histoire, je dirais, de la médecine moderne. En fait, quand on parle de développer un vaccin, je vous le disais, on a besoin de stimuler nos défenses immunitaires. Les cellules qui sont au centre du vaccin, ce sont aussi les cellules T, donc d'où l'intérêt que j'ai pour ces cellules aussi dans mon laboratoire, et aussi les cellules B, les lymphocytes B, qui produisent des anticorps. Donc il faut une collaboration entre ces deux types de cellules pour permettre une réponse antivirale efficace. Maintenant, en fait, ce que l'on essaye de faire quand on développe un vaccin, c'est en fait d'apprendre à notre système immunitaire à reconnaître le pathogène, le virus ou le microbe, dans notre cas là, le virus, avant que ce virus ne cause la maladie. Donc on essaye de préparer notre système immunitaire en lui apprenant, en lui injectant une substance qui ne cause pas la maladie ou qui ne cause pas de maladie grave, mais qui pourra lui apprendre
à reconnaître tous les talons d'Achille justement du virus. Et donc, on connaît ce système, le système de vaccination développé par Edward Jenner il y a déjà plus de 200 ans contre la variole. Très intéressant. Déjà à l'époque, il y avait des gens contre les vaccins. Ce n'est pas nouveau. On racontait justement que si vous receviez le vaccin de Jenner, vous auriez vu qu'il a été développé dans une vache. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs un vaccin, vaca. Vaca, c'est une vache en latin. Eh ben, vous développeriez une tête de vache ou des corps de vache, etc. Mais bon, comme on l'a vu, ça ne se passe pas et au contraire, la variole a été éradiquée. C'est la seule maladie éradiquée dans l'histoire humaine grâce à la vaccination. Louis Pasteur, je pense que certains le connaissent, Louis Pasteur qui a développé aussi les propres vaccins grâce à des bactéries tuées, des bactéries inactivées. Et en fait, je dirais que le XXe siècle a été le siècle de la vaccination et des antibiotiques qui ont vraiment changé et sauvé des millions et des millions de personnes. Je tiens à dire que, par exemple, au XXe siècle, il y a eu quand même 300 millions de personnes qui sont mortes de la variole. Aujourd'hui, pas une seule. Donc, la vaccination est vraiment, je dirais, une des avancées les plus sensibles et importantes de la médecine moderne. Et grâce à justement la vaccination, des maladies que l'on connaissait comme la diphtérie, la polio, la rougeole, la rubéole, la varicelle disparaissent. Maintenant, quand on arrive à la COVID-19, on s'est rendu compte que l'on a développé des vaccins très, très rapidement. La question, et je suis quelquefois, on me demande souvent comment ça se fait qu'on a aussi rapidement développé des vaccins. Eh bien, écoutez, petit 1, on a utilisé des technologies beaucoup plus performantes et beaucoup plus modernes. Par exemple, les technologies d'ARN que je vais mentionner dans quelques secondes. On a investi énormément. Il faut aussi comprendre qu'il est beaucoup plus simple de développer un vaccin contre, par exemple, la COVID-19, où il y a à peu près un demi-million de cas par jour, que développer un vaccin contre, je ne sais pas moi, le Ebola, où on a, je ne sais pas, une dizaine de cas par jour, il faut les traquer, etc. Donc, on a beaucoup plus de patients ou de personnes à traiter, et donc ça nous aide. Il y a aussi d'autres raisons. On avait aussi, je dirais, des connaissances sur les coronas. On savait exactement comment formuler nos vaccins. Donc, tout cela nous a mené en moins d'un an à créer des vaccins qui sont aujourd'hui implémentés et qui sont utilisés chez l'être humain. On a à peu près 200 vaccins qui sont développés dans le monde entier. Et on a déjà 3, 4, 5, même je dirais un peu plus, une dizaine de vaccins qui sont déjà chez l'être humain. Bon, les plus connus dans le monde occidental, c'est Pfizer et Moderna, et aussi AstraZeneca. Pfizer et Moderna sont des vaccins qui sont basés sur l'ARN, ça je vais en parler dans quelques secondes. AstraZeneca, un vaccin qui est basé sur un vecteur, un virus vecteur. On a trafiqué ce virus pour le transformer en un virus qui communique justement la recette, comment notre corps pourrait créer des protéines virales sans créer de virus. Et on a aussi d'autres virus et d'autres vaccins, d'autres stratégies que l'on utilise. Donc, en fait, les vaccins à base d'ARN, qu'est-ce que l'on fait? On prend, une fois de plus, la recette. Notre corps est plein d'ARN. Okay, notre corps fonctionne sur l'ADN et l'ARN. Et donc, on prend une partie de l'ARN viral que l'on protège avec une couche de graisse, une couche de lipides, et on l'introduit justement dans l'épaule, dans le muscle. Et donc, quand ces particules de vaccin sont introduites, en fait, notre corps les absorbe, lit la recette qui a écrit dans ce petit bout d'ARN et comprend qu'il faut produire en petite quantité une protéine virale qui sera donc présentée au système immunitaire. C'est le même système des barcodes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et là, nos cellules T, vous voyez, T-cells, ce sont les cellules T, reconnaissent cette protéine, cet antigène viral et disent aux cellules B de créer des anticorps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se vaccine. Il nous faut 2 doses à espace de 21 jours ou 28 jours, ça dépend du vaccin, si c'est Moderna ou Pfizer. Et donc, en fait, c'est grâce à ces nouvelles technologies, on a été capable de créer des vaccins en un temps record, comme je vous le disais, en une dizaine de mois. Et nous avons aussi en Israël, je fais membre du comité consultatif qui s'en occupe aussi des vaccins que nous développons, parce que nous voulons être indépendants au niveau de notre production de vaccins, bien que nous avons nos accords avec Pfizer et Moderna. Et justement, nous développons notre vaccin qui est basé sur un virus inoffensif sur lequel on a greffé une protéine
justement la protéine du pic, la spike, la protéine de la corona. Et donc, on l'a greffé justement sur ce vaccin inoffensif et cet essai clinique est en phase numéro 2 et nous espérons bientôt avoir tous les résultats pour continuer à la dernière phase qui s'appelle la phase 3. Donc, Israël aussi fait partie de la compétition internationale pour trouver des vaccins. Une fois de plus, Israël s'est adapté très rapidement à la logistique des vaccins de Pfizer et de Moderna qui demandent une température de congélation de moins 70 ou moins 20 degrés. Une des choses qui nous inquiète aussi, ce sont les variantes, comme vous l'entendez, les variantes britanniques, sud-africaines, maintenant la variante brésilienne. Est-ce que le vaccin sera efficace contre ces variantes ou non? Nous avons déjà des preuves que contre la variante britannique et apparemment contre la sud-africaine, oui. Contre la brésilienne qui vient juste d'apparaître il y a quelques jours, justement, c'est en train d'être testé. Je pense que nous aurons les réponses d'ici 2 à 3 semaines. Mais quoi qu'il en soit, mieux vaut vacciner, si vous me demandez mon avis, que de ne pas vacciner. J'ai entendu plusieurs avis, même quelquefois en France. Ça me fait sourire quand j'entends ces avis. Bon, ben, on va attendre, on va voir ce qui va arriver, puis après, on décidera. Écoutez, si vous avez un traitement, vous le testez, vous n'attendez pas. Ça, c'est mon point de vue, parce que chaque jour qui passe, ce sont des morts et des morts. Et nous avons déjà en Israël les preuves que le vaccin marche. Okay, même si ça fait 1 mois que l'on a vacciné, avec justement l'arrivée de ces vaccins, je t'ai interviewé à la télévision israélienne lorsque ces vaccins sont arrivés, nous voyons le Premier ministre ici, le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a donné l'exemple le 19 décembre, il y a déjà 1 mois, et qui s'est fait vacciner le premier, a déjà reçu la 2e dose, et aujourd'hui en Israël, on vaccine à un très gros rythme. Comme je vous le disais, nous sommes les leaders de la vaccination dans le monde. Et le vaccin fait aujourd'hui déjà ses preuves en faisant chuter chez les personnes vaccinées les cas et les cas sévères aussi. Nous attendons une fois de plus, vous savez, on est en plein milieu de la vaccination. La plupart des gens en ont reçu déjà 2 millions et demi de personnes n'ont reçu qu'une seule dose. Là, on a commencé, ça fait déjà 1 semaine qu'on donne la 2e dose. Là, on parle, ma femme est en train de recevoir sa 2e dose. Donc, en Israël, on vaccine et on vaccine très rapidement. Et j'espère sincèrement qu'on sera, je dirais, on sera en meilleure posture. Vous savez, c'est une guerre qu'on est en train de combattre dans le monde entier et j'espère qu'on va gagner cette bataille et puis après la guerre. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Je tiens à remercier évidemment l'Université de Bar Ilan. Je tiens à remercier nos sources de financement au laboratoire parce que c'est très important pour notre activité et tout particulièrement la Fondation Adélis qui nous soutient. Je tiens à remercier nos collaborateurs en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et aussi tous mes étudiants dans le passé et aujourd'hui, tous mes étudiants qui vraiment travaillent sans cesse lorsque moi je fais le marrant quand je donne mes conférences et mes interviews à la télévision et ici avec vous aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et si vous avez quelques questions, je vais essayer d'y répondre. Merci pour tout. Bonne journée et préservez-vous. La santé, c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, pour cette présentation qui était très fascinante et très intéressante. Et nous invitons nos participants à cette conférence à poser vos questions à travers le chat, dans la messagerie chat, et nous soulèverons ces questions auprès du professeur Cyril Cohen. Professeur Cohen, nous avons une première question de Laure qui demande: est-ce que tous les cancers avec tumeur pourront être traités avec le même mode de traitement que vous avez décrit dans la première partie de votre conférence? Non, la réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, ce qui arrive, c'est que chaque cancer réagit un peu différemment au système immunitaire. Nous avons des cancers, par exemple, comme le cancer du pancréas, qui ne laissent pas le système immunitaire pénétrer. C'est-à-dire que même si le système immunitaire avait un moyen de reconnaître justement les cellules cancéreuses, par exemple comme les cellules du pancréas, eh ben, ils ne peuvent pas le faire parce qu'en fait, le cancer... Là, j'entends un peu du bruit. Et donc, en fait, ce cancer s'isole du système immunitaire. Donc, c'est très dur pour le système immunitaire
de l'attaquer. Bon, on pense tous, et je ne suis pas le seul, on pense tous à plusieurs solutions. Vraiment, on y travaille. Je ne suis pas, on est une centaine de groupes dans le monde entier, une fois de plus, dans plusieurs pays, comme j'en parlais, qui y travaillent. Il y a beaucoup de compétition aussi, et puis c'est très bien la compétition, parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, non, on ne peut pas tout miser sur ce type de traitement, mais une fois de plus, nous apprenons. Et d'un autre côté, nous avons par exemple des données comme quoi, dans certains cancers, comme certains lymphomes des cellules B, ce type de traitement est vraiment, je dirais, révolutionnaire. Ça a été approuvé. On voit 90% des patients qui réagissent à ce type de traitement. Donc, ça dépend vraiment du traitement, du type de cancer. Merci. Nous n'avons pas énormément de temps, donc je vais essayer justement de soulever les questions principales au sujet du COVID-19. Nous avons une question ici. Est-ce que nous avons assez de recul pour savoir les effets secondaires du vaccin? Alors, je dirais comme ça. Oui. Au niveau des effets secondaires, les effets secondaires à court terme, on les connaît et nous avons suffisamment de recul, surtout en Israël aujourd'hui, avec un quart de la population qui a été vaccinée. Et ce sont en général les effets bénins. Lorsqu'on parle de fièvre, je dirais de douleur aussi de l'injection. Les effets à long terme, nous ne les connaissons pas en ce qui concerne ce vaccin, c'est la vérité. Nous avons à peu près 1 an de recul parce que Moderna et Pfizer ont commencé leurs essais cliniques au mois de mars dernier à peu près. Donc nous avons à ce niveau-là, nous avons des données, mais nous avons aussi des données d'autres vaccins basés sur les vaccins de l'ARN qui ont, ça fait à peu près 4 ans qu'ils sont donnés. Nous n'avons jamais vu d'effets secondaires à long terme problématiques. Maintenant, une fois de plus, personne ne peut se prononcer sur les effets secondaires justement des vaccins à long terme parce que le temps n'est pas passé, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la vaccination ne sera pas efficace, ça ne veut pas dire que la vaccination ne sera pas justement, je dirais, avec ou sans effets secondaires. Nous ne le savons pas, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut penser à l'alternative. Petit 1, nous savons très bien ce que la maladie peut faire, et peut faire surtout chez les personnes au-delà de l'âge de 50-60 ans. Petit 2, nous ne savons pas non plus quels sont les effets secondaires de la maladie à long terme. Nous sommes en train de les apprendre. Nous nous rendons compte qu'entre 10 et 20% des cas, il y a des séquelles qui durent et qui durent. Il y a certains, je dirais justement, articles scientifiques qui parlent de choses même plus graves. Donc, une fois de plus, ce n'est pas une situation idéale. Il faut je dirais, faire le choix. Chacun doit faire son choix. Est-ce qu'on se fait vacciner ou est-ce qu'on attend? Très bien, merci. Et nous avons une question ici. Est-ce qu'il est possible de faire une première injection d'un certain vaccin et une deuxième injection, c'est-à-dire le deuxième vaccin avec une autre sorte de vaccin? Comme donc, par exemple, le premier Pfizer et le deuxième Moderna. Donc, Pfizer et Moderna, justement, je m'exprimais ce matin là-dessus. Pfizer et Moderna, ils ne sont pas très différents. Je vous dis sincèrement, vu qu'on est en période d'urgence, nous basons nos raisonnements sur les essais cliniques qui ont été faits. Cela concerne l'intervalle de 3 ou 4 semaines entre les deux vaccins. Cela concerne aussi le type de vaccins qui sont faits. Il est très dur pour moi de vous dire ce qui va arriver. Théoriquement, une fois de plus, sans m'engager, je peux dire que Pfizer et Moderna, utilisant pratiquement la même technique, je ne m'attends pas à de problèmes. Ou, une fois de plus, ce n'est pas la recommandation primaire. Hein. Je veux dire, on vous dit il faut rester avec les mêmes types de vaccins. Mais bon, si je sais que certains organismes, je ne sais pas exactement quelle est la position de la France parce qu'ils changent un peu leur position de temps en temps. Je peux vous parler aussi, par exemple, de l'Angleterre qui a décidé peut-être de donner Pfizer et AstraZeneca. Ça, par exemple, je ne le ferai pas en Israël parce que nous ne savons pas comment comparer ces deux types de vaccins. On sait par exemple qu'avec AstraZeneca, on a de meilleurs résultats si on donne 1,5 doses que si on donne 2 doses. Donc, si vous faites Pfizer et AstraZeneca, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 1,5 dose, c'est 2 doses, c'est 3 doses ou c'est une demi-dose? Ça, on ne le sait pas. Donc, moi, personnellement, s'il n'y a pas urgence, je conseillerais de rester avec le même type de vaccin. Au pire, Pfizer et Moderna, ça ne m'inquiète pas trop. Ilan Abitbol demande pourquoi continuer à développer alors de nouveaux vaccins si on en a déjà 2 qui marchent et qui fonctionnent déjà. Quel est l'intérêt?
Oui, petit 1, on ne sait pas combien de temps ils vont fonctionner. Il se peut très bien que les vaccins d'ARN donnent une protection d'un an ou d'un an et demi, alors que d'autres vaccins donneraient une protection de 5 ans ou de 10 ans. On sait aussi qu'il y a des variantes. Il se peut que d'autres types de vaccins soient plus protecteurs concernant les variantes que d'autres. Donc ça aussi, une fois de plus, on n'a pas suffisamment de recul. Donc, il faut comprendre, vous savez, on est scientifique, on a beaucoup de moyens, mais on n'est pas, je dirais, comment ça se dit ça, clairvoyant ou prédicteur. Non, on n'est pas des voyants. On ne sait pas ce qui va arriver. On se base sur des faits. Et donc, à ce niveau-là, nous essayons justement d'apprendre. Et vous savez, on apprend vraiment très rapidement, mais une fois de plus, le temps doit passer pour que l'on puisse tirer nos conclusions. Donc, on se prépare quand même à toute éventualité et on continue avec la production d'autres vaccins. Et que pensez-vous du délai de vaccination? En France, là maintenant, on parle justement peut-être d'avancer le délai pour pouvoir vacciner plus de personnes. Qu'en pensez-vous? Une fois de plus, c'est très dur pour moi de dire cela sans faits scientifiques et sans études scientifiques. Ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on se base sur des données partielles. Moi, je favorise en fait les études qui sont basées sur des faits, sur les essais cliniques. Ce que l'on sait, c'est que 3 à 4 semaines, c'est optimal pour les vaccins. Il est possible que 6 semaines, ça soit aussi très bien, peut-être mieux, mais on est déjà à 95%. C'est-à-dire que quel pourcentage pourrez-vous atteindre si vous attendez plus? Donc, je ne pense pas qu'on fera mieux. Maintenant, le risque, c'est toujours on va faire pire. Et donc, est-ce que pire, ça va être 50%, 60%, 80%, 90%? Ça, je ne le sais pas. Ça, c'est en train d'être testé. Une fois de plus, moi, si vous me demandez mon avis personnel, il faudrait préserver ces 3 semaines ou 4 semaines d'intervalle. D'un autre côté, je peux comprendre que l'on n'a pas suffisamment de vaccins, que l'on voudrait vacciner beaucoup plus rapidement et donc toucher plus de population grâce à ces vaccins. Je peux comprendre la décision. C'est un débat. C'est un débat scientifique. Je ne l'annule pas. Je ne la considère pas comme invalide. Je dis juste que moi, personnellement, c'est très dur pour me prononcer là-dessus et je préfère rester avec nos 3 ou 4 semaines à l'origine. Merci. Et nous avons aussi 2 autres questions qui se ressemblent assez. Est-ce que nous pouvons vacciner des femmes enceintes? Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible de vacciner une personne avec un lupus? Oui, donc femmes enceintes. Donc les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais cliniques qui ont été faits. Aujourd'hui, dans certains pays, on inclut les femmes enceintes. En Israël, il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui. Au départ, on en avait une, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction pour justement vacciner les femmes enceintes. En fait, ce qui arrive, c'est que nous savons que la fréquence de la maladie chez les femmes enceintes n'est pas plus haute que chez les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes, mais malheureusement, il y a plus de séquelles et plus de problèmes. Nous avons justement une personne enceinte là, de l'âge de 30 ans en Israël, justement, qui est dans un état critique aujourd'hui à cause de la Covid-19. Donc, ça, c'est une fois de plus, tout ça, ce sont des décisions personnelles. En Israël, nous n'interdisons pas. Aux États-Unis non plus. Je ne sais pas quel est le statut en France. Il se peut que les Français, étant prudents, ont décidé de ne pas le faire. Une fois de plus, c'est une décision qui est par pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore suffisamment de données. Nous ne pensons pas qu'il y a de problème. Une fois de plus, je ne peux pas m'avancer trop sur ce cas-là. En ce qui concerne le lupus et les maladies auto-immunes, ça, c'est une question je crois qu'il faut en parler avec votre médecin. Aujourd'hui, il y a différents avis en ce qui concerne les maladies auto-immunes. En Israël, dans la plupart des cas des maladies auto-immunes, je ne rentre pas maintenant si c'est lupus ou Crohn ou si c'est sclérose, la sclérose en plaques. Nous vaccinons. Une fois de plus, nous sommes dans un terrain, je dirais, un peu vierge à ce niveau-là. Je pense que les semaines prochaines, nous aurons beaucoup plus de données en ce qui concerne les maladies auto-immunes. Mais aujourd'hui, en Israël, dans la plupart des cas, il est permis de vacciner. Voilà. Et là, la question mystère que tout le monde se pose, qu'en est-il du vaccin israélien? Il est prévu pour quand? Ok, le vaccin israélien va bien. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Je vais parler de manière générale.
En fait, ce que l'on sait, c'est qu'on est en plein milieu de la phase numéro 2. Ce vaccin avance. Nous devons recruter à peu près 960 volontaires pour finir la phase numéro 2 de ce vaccin. C'est en bonne voie. Ça prend quand même un peu de temps parce qu'en fait, on a une compétition en Israël avec la vaccination normale et la vaccin dans le cadre des essais. En ce qui concerne la troisième phase, nous pensons que nous ne pourrons pas la faire en Israël. Nous devrons l'exporter, cette troisième phase. Nous devrons, après la deuxième phase, décider si on continue ou pas. Moi, je suis pour. Je pense que c'est une bonne idée de continuer parce que c'est une plateforme qui a été éprouvée déjà pour d'autres vaccins très fiable. Et je pense qu'Israël a besoin de sa capacité vaccinale indépendante. Et donc, moi, je suis tout pour. Nous attendons le résultat de la phase 2. Et je pense que d'ici Pessah, c'est-à-dire que d'ici le printemps, nous aurons plus de données. Et est-ce qu'on va continuer avec la phase 3? Et si oui, où? Ça m'étonnerait que ça sera en Israël, parce qu'en Israël, une fois de plus, on compte d'ici Pessah à ce que plus de la moitié de la population d'Israël, je dirais même 60% de la population soit déjà vaccinée selon notre rythme aujourd'hui. Donc, il nous faudra trouver d'autres endroits où le vaccin, où les gens ne sont pas vaccinés et où justement la maladie fait rage. Merci beaucoup, professeur Cohen. Il y a encore une dernière question. Nous avons la question ici d'un participant qui nous demande comment est-il possible de vous aider? Oh, c'est gentil ça. C'est très, très gentil. On peut être en contact, c'est très très gentil. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être dans un autre forum, nous avons toujours besoin, vous savez, pour faire avancer je dirais, nos recherches, évidemment, besoin de bourses pour nos étudiants, de fonds pour nos recherches. Mais une fois de plus, je ne sais pas si c'était la question, à l'intérieur de la question, mais une fois de plus, je serais très heureux d'être en contact avec vous et de voir comment ça peut se faire. Mais une fois de plus, merci, vraiment merci, ça me touche. Merci beaucoup à vous, professeur Cohen. Nous avons énormément de remerciements aussi dans le chat. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Et je vous invite aussi également, nous avons une deuxième conférence en partenariat avec l'OSM, avec professeur Alice Brésis le 28 janvier sur l'économie. En période, la question sur l'économie dans le temps après Corona. Donc, je vous invite aussi à participer à cela. L'enregistrement de cette conférence vous sera envoyé et aussi sur nos réseaux sociaux Bar-Ilan, l'OSM et autres. Et je vous remercie énormément d'avoir participé. Et je remercie aussi également Yasmine et Avisana de l'Organisation sioniste mondiale. Merci beaucoup pour cette invitation. Yael, merci Cyril, c'était très intéressant. Je vous donne rendez-vous jeudi soir aussi pour une conférence sur Jaboutinsky cette fois-ci. Toda Rabba, Shavua Tov de Jérusalem, et à très bientôt de vous voir. Et merci encore, professeur Cohen, de cette très large présentation, très intéressante pour nous. Merci beaucoup. Shavua Tov. Moi, je vous souhaite à tous beaucoup de santé et que l'on ait l'occasion de se voir finalement pas seulement par Zoom, mais de se voir vraiment en personne. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de santé et plein de bonnes nouvelles. À très bientôt. Toda Rabba. Merci beaucoup. Bye, Shavua Tov. Merci.